bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Sarah Algan, c'est ça? Oui. Ravi de vous avoir rencontré. Ça fait plaisir. Oui. Et, ok, s'il vous plaît, en quelques secondes, vous pouvez vous présenter. Moi, je m'appelle Sarah Algan. Ok. Je m'appelle Sarah Ahmed Mahmoud. Ok. Et mon surnom s'appelle Algan. Algan, ça veut dire combattante. D'accord. Et puis, je viens d'un tout petit pays qui s'appelle Somaliland, qui était appartenu en Somalie avant. Ok. Et maintenant qui est indépendant 33 ans. Ah, ok. Et puis, qui existe dans son mode en vie. Et puis, voilà. Et j'ai vécu 23 ans en France. Je suis arrivée, j'étais jeune. Et puis, voilà, je suis repartie il n'y a pas longtemps au pays pour créer quelque chose. Et du coup, on voulait savoir comment s'est passée votre carrière musicale. Et on a vu que vous êtes artiste et vous chantez en même temps dans la culture somalican et un peu des fois d'anglais. Et on voulait savoir comment s'est passé votre parcours musical et comment vous êtes investi dans la musique. D'abord, je suis descendante d'une famille qui était artiste avant. Mon arrière-grand-père, il était artiste. Oui. Et puis, après, c'est devenu naturel. D'accord. Par contre, c'était pour une fille à mon âge, à cette époque-là, chanter, c'était pas bien. Ouais. C'était mal vu. Mais j'ai résisté pour être artiste. Ouais. J'ai commencé, j'avais 13 ans quand j'ai commencé. Mais je me cachais. J'ai joué des basketball et il y avait le terrain de basketball, à côté, il y avait des gens artistes qui chantaient. Ouais. Alors j'ai demandé s'ils peuvent m'aider à devenir chanteuse. Et ils jouaient des musiques et moi je chantais. Et ils m'ont dit, vous êtes capable de chanter. Et moi, avant j'aimais jouer des baskets, mais après, je me suis dit, c'est fatigant de courir 30 minutes, 40 minutes pour lancer des ballons. Et après, j'ai dit, mais c'est bien d'être chanteuse parce que tu es assis, tu prends des paroles, des poésies et après tu chantes. Et c'est facile. C'est ça. Du coup, vous avez préféré la musique au basket. Voilà. Bon choix. C'était pas mon choix par rapport à ma famille, mais j'ai gardé la tête haute, mais c'était très dur. Ok, on a vu que vous avez commencé la musique à 13 ans. Oui. C'était pas facile avec la famille qui n'était pas d'accord. Voilà, tout à fait. On dirait que c'était mal vu qu'une fille chante dans votre communauté ou la famille et tout. Oui. Et comment vous avez vécu ça et comment vous avez vécu ce rejet que la famille portait à votre passion musicale? Il y a comme on est des tribus, il y a des tribus qui acceptent facilement que les filles chantent. Ça, c'était avant. Maintenant, ça a changé. Après la guerre, c'était avant la guerre. D'accord. Et puis, c'était mal vu, mais vraiment, surtout mon tribu, c'était une fille qui chante, c'est comme une fille prostituée. Donc c'était à ce point-là. C'était acceptable pour les garçons. Ouais. C'était horrible. Mais après la guerre, là, tout est cassé. Quand il y a une guerre en pays, tout est détruit. Oui. Et puis, les mentalités changent, la vie change. Ouais, ça, c'est vrai, tout change. Et il y a des gens âgés qui surveillaient les filles. Ils sont morts. Alors, il n'y a personne qui transmet les cultures. Dire est-ce que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors, quand tu t'es détruit, tu penses d'abord être vivant. Ouais. Et puis après, tu penses de participer des constructions des pays, faire quelque chose pour votre peuple. Oui. Mais c'est fini si c'est mal ou si c'est bien. Si c'est bien. Tout ce qu'on fait est bien, tant qu'on nous met la patte et on aide les gens. Et c'est après qu'on se dit ça, c'était pas bien, ça, c'est bien.
Mais avoir vécu la guerre, après ça, la vie, c'est pas la même. Ouais, tout le monde a changé de point de vue. Ils ont commencé à accepter que les filles chantent et tout. Et... Là, c'est comment ça. Ils ont commencé d'accepter. Et puis, comme avant, il y avait des musiciens, il y avait des instruments, il y avait tout. Maintenant, il y a un piano, on enregistre et les gens chantent playback. Ça veut dire que les morceaux sont enregistrés déjà. Et puis, les chansons enregistrées. Et on éteint les micros et on chantait comme si on chantait. Les gens, ils se sont adaptés avec le temps parce qu'ils n'avaient pas le choix. D'accord. Ouais. Et la mentalité aussi a changé. Et puis, il y a beaucoup de filles qui chantent maintenant. Encore mieux pour vous maintenant, pour les filles. Ouais. Et on voit que vous êtes engagée pendant la guerre comme infirmière. Ouais. Et on voulait savoir quels étaient vos motifs, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager en tant qu'infirmière? D'abord, comme vous avez le choix, dites que j'ai le choix, mais à cette époque-là, personnellement, je n'avais pas le choix parce que je n'étais pas infirmière, pas du tout. Okay. Mais je voulais l'aider, mon peuple qui souffrait pour la guerre. Et puis, j'ai demandé des gens, des personnes infirmières, médecins, comment je peux être utile d'aider les gens et faire les passements, faire les points suture. Alors, j'ai appris tout doucement, petit à petit. Ils m'ont appris. Et à partir de là, je suis devenue quelqu'un d'utile. Ça veut dire que j'ai soigné, et puis j'ai fait les passements, j'ai fait ces points suture. Parfois j'ai aidé parce qu'il y a des gangrènes. Après, on n'avait pas des médicaments, on n'avait pas d'anesthésie. La personne, il fallait... parfois, on n'avait pas de médicaments. Et vous savez, les chansons, c'est des médicaments aussi. Oui. Ça m'a permis de soigner. Ça adoucit les cœurs quand même. Ah ouais. Surtout, je ne comprenais pas les soirs, quand on est dans les brousses, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Ah bon? Ah oui. Et puis, les soirs, le douleur revient. Et puis, vous avez un qui la main coupée, le jambe coupée, soit... vous avez comme la personne est blessée intérieure et vous voyez rien du tout, il y a des sangs qui coulent à l'intérieur. Oh, je ne comprenais pas pourquoi les gens ils sont tellement mal. Je voyais que un petit peu parce que l'arme est rentrée à l'intérieur de la personne. Et puis on chantait le soir et puis ça soulageait les douleurs. Ouais, ça apaisait les gens. Ça apaisait, ouais, ça soulageait, ça apaisait. Et puis les chansons, c'est pas que pour danser et s'amuser. Hein. Ouais. Les chansons, ça peut être une arme. Et quand parfois on n'avait pas les gens, ils sont fatigués, ils sont fins et ils voulaient pas se défendre. Alors parfois on chantait et puis d'un coup on a des camions remplis des gens pour défendre le peuple somalilandais. C'est extraordinaire ça. Les chansons, c'est plein de choses. C'est pas que pour gagner de l'argent, que pour danser. Et aussi, on dirait, c'est le monde où maintenant on vit, quand on prend le recul, c'est les seules choses qui nous restent à réunir les êtres humains. Parce chacun a son idée, on est différents. Et on est comme nos doigts. Ouais. Et puis, on s'est dit, peut-être, celui-là, il supporte quel parti politique, l'autre, il supporte une autre parti politique. On a différentes cultures, différentes idées, mais les seules choses qui nous réunissent, c'est la musique. Ouais, la musique. On vient, on chante, on danse. Mais moi, je chante que les langues somaliennes. Ah. Oui. Je ne chante pas anglais, mais j'essaie d'expliquer en français ce que je chante. Oui. Ou si j'arrive en anglais, j'essaie d'expliquer. Vous avez expliqué des poésies d'une autre langue, ça ne veut rien dire. Mais j'essaie de... Vous chantez qu'un traditionnel, la langue traditionnelle. Non, c'est mélangé. Il y a des chansons traditionnelles, il y a des chansons d'amour, il y a des chansons de guerre.
il y a des chansons de réconciliation, il y a des chansons des gens, tu sais, vous avez la plupart même les Africains, les Européens, s'ils ne touchaient pas en Europe la RMI ou en RSA, les gens, ils sont des feignants. En Afrique, c'est pareil. Et c'est des chansons de dire, réveillez-vous. Faites quelque chose. C'est pas en attendant un petit quelque chose qui est miracle, attendre le miracle en fait. Ouais, attendre comme miracle. Mais ça c'est autre chose. Ouais, mais c'est cultiver. Va au brousse, cultiver quelque chose. Sortez des nourritures de votre main parce que ça peut se faire. Ça peut, mais les gens en Afrique, ils deviennent feignants. Ils attendent le miracle. Voilà, tout ça, ils attendent des miracles, c'est vrai. Ouais, intéressant. La question que j'aimerais poser, c'est quelle a été votre influence, si vous avez eu des influences musicales, comme vous avez dit que votre père était musicien et c'était dans vos gènes, je ne sais pas si c'est l'influence de votre père qui vous a suivi. Mon grand-père. Vos grands-pères qui chantaient. Voilà. Qui vous a suivi. Le papa de ma maman. Ah, ok, grand-père maternel, quoi. Ouais, le côté de mon père. Oui. Ça, c'est hors de question. Hors de question. Ok. Donc, vous avez eu l'influence de votre grand-père maternel qui chantait. Ouais, et il voulait savoir s'il y a eu d'autres artistes qui vous ont influencé, que vous voulez ressembler ou qui vous ont donné la motivation pour vous lancer. Vous savez, quand vous avez le choix et il n'y a pas de guerre, vous pouvez être influencé quelqu'un. Oui. Mais quand vous êtes tous seuls à se construire, tu dois compter que sur toi. Ouais. Et j'ai pas eu cette chance de ressembler ou attiré par quelqu'un ou par musicien ou par artiste. J'avais pas eu cette chance-là. Okay. Je me suis construit moi-même parce que pendant la guerre, j'avais 16 ans. Et puis, très jeune. Ouais, très jeune. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de jeunes. On ne passe pas. Là, tout le monde mettait la main à la voilà, grappe. Voilà. Et puis, je me suis construit moi-même. Et après, avec le groupe où on est maintenant, je me suis construit avec eux. Et puis, on a grandi ensemble. Et ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Certains 12 ans, certains 10 ans. Et oui, voilà. Du coup, maintenant, on a vu que vous êtes installé en France, pratiquement à Lyon, je pense, non? Oui. Ouais. Et vous avez vécu là-bas pendant 20 ans? J'ai vécu à Lyon 23 ans. 23 ans? Ouais. Et c'était pour la musique que vous êtes venu pour avoir un autre angle de vue ou c'était pour autre chose? Non. Je suis venue en Europe d'abord. Je voulais partir. Il y avait ma famille en Angleterre. Okay. Je suis arrivée en 92. Oui. Et 2 décembre 92, je suis arrivée en France. Et puis je voulais y aller en Angleterre. Et quand je suis partie, vous avez, il y a des douaniers. Et le douanier, il me dit, vous allez où? Je ne parlais pas français. Je ne comprenais pas. Alors il m'a dit, where are you going? Et j'ai dit, je voulais aller en Angleterre parce que ma famille m'a dit, si vous n'avez pas de papier, vous ne pouvez pas y aller en Angleterre. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire si je ne veux pas y aller en Angleterre parce que je suis venue nulle part y aller. Il m'a dit, vous pouvez faire une demande d'asile politique, demandeur d'asile ici en France. Et moi, j'avais peur de tout ce qui porte l'uniforme de police. Parce que c'est lui qui m'a chassé chez moi. Vous êtes traumatisé par la guerre? C'était l'armée. Et il était la même couleur, il était la même culture, il était la même religion. Et il était le même pays, il était la même langue, il parlait la même langue que moi. Et c'est lui qui me dit, reste vous pouvez rester ici et demander asile politique.
c'est un blanc. Il n'est pas la même religion. Non. Il n'est pas la même culture. Oui. Il ne parle pas la même langue que moi. Différent que vous, en fait. Ouais, différent comme moi. Et vous êtes... Alors, après, j'ai demandé si on peut faire. Il me dit oui, vous pouvez faire. Et 2 mois et 27 jours, j'ai eu mon... 2 mois et 27 jours 2 mois et 27 jours. Je me rappelle toute ma vie, ça. Et je me suis dit, sur cette terre-là, l'être humain existe encore. Ouais, il y a un peu de bonté encore. Voilà. Ouais. Et après, je n'ai plus parti ni en Angleterre ni ailleurs. Vous êtes resté en France? J'ai resté en France. Et à Lyon. À Lyon. Ouais. Ah. Ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez reçu votre asile en France D'abord, pour intégrer surtout un pays, il faut apprendre la langue. Ouais. C'était compliqué au début C'est les barrières. Voilà. Oui, parfois, on prenait un papier, vous demandez quelqu'un une adresse, et la personne lui disait non, je n'ai pas d'argent. Ah ouais. Ouais. Il pensait que vous veniez pour Et on ne demander. comprenait même pas la personne pourquoi ils nous disent non. Et on ne connaît même pas le mot pas d'argent. Oui. Et après, on a compris, moi j'ai compris qu'il faut y aller à l'école et étudier, faire quelque chose. Parce que quand je suis arrivée, j'avais 22 ans. 22 ans. Ouais. Et j'ai dit, il faut y aller à l'école. On n'apprend pas une langue comme ça. La langue française, c'est la langue la plus dure au monde. Ouais, surtout l'écriture. Oui. Le fait pour les changements, tout ça. Mais au moins s'exprimer et dire ce que vous ressentez, ce qui ne va pas, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça, c'est important. Il faut apprendre la langue. Ouais. Ça c'est le premier outil où vous pouvez s'exprimer en tant qu'humain. Ouais. Un pays qui n'est pas le vôtre. Ouais, voilà, tout à fait. Ah, cool. Ok. Et donc, du coup, après, vous avez eu des propositions des labels de musique ou vous avez commencé à chanter dans la rue? J'ai chanté, j'ai participé au centre social dans mon quartier. Ok. Je ne parlais pas de langue, alors on nous a donné des tissus. On nous a dit, vous pouvez coudre des tissus, vous pouvez coudre ce que vous ressentez. Dans la couture? Dans le centre culturel non, c'est pas centre culturel, centre social de les quartiers où j'ai vécu longtemps. Ouais. Et il y avait un prof, il s'appelait Mohamed Lalu, prof d'université à Lyon 2, et il a fait un livre, et moi j'ai fait ce que j'ai vécu. J'ai fait des enfants, des familles, des personnes âgées qui veulent se sauver la guerre, et il pleut. Et au lieu de le plus éteindre le feu qui sort la terre, il y a, et on attend de l'eau. Dès que l'eau tombe, la terre, il y avait des sons. Partout, il y avait des sons parce qu'il y a des avions qui nous bombardaient pendant la guerre. Ouais. Alors, c'est à ce moment-là qu'on m'a demandé qu'est-ce que je faisais en étant jeune, parce que j'ai dit oui, je chantais. Alors, en compagnie musique classique qui s'appelait Aller à la Gaillon, au centre social de Rhône-Alpes. Ils m'ont interviewé, j'ai commencé à apprendre la langue française. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à chanter. Voilà. Ok. Ah, c'est intéressant tout ça. ça vous remonte des souvenirs. Oui, tout à fait. Ok. Et on a vu que, on a fait nos recherches, comme on devait vous interviewer. On a vu que dans votre pays, vous avez ouvert un centre culturel. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça, vos motifs? Vous voulez aider les gens? Oui. Je retournais tous les ans, une fois par an. Oui. Et puis, on avait un grand théâtre. Oui. Et le théâtre a été vendu à quelqu'un privé. Ah, ok. Donc c'était public, ensuite ils l'ont vendu. Qui n'a même pas vécu en Somaliland avant.
qui habitait à Djibouti. Okay. Et il était vendu par quelqu'un privé. Alors je me suis dit, si j'ai les moyens un jour de construire un centre où les artistes se retrouvent, parce que les gens ils peuvent chanter, mais c'est playback, c'est faux. Ouais. Et puis je me suis dit, si j'ai créé un centre culturel, les artistes qui veulent jouer en musique live, ils peuvent se retrouver. C'était dur à offrir. Surtout en étant une femme, un pays musulman, c'était très, très, très dur. Des difficultés. Et puis, ouais. Mais j'ai réussi. Ouais. Ça fait 10 ans et quelques mois, 5 mois. Ah. Ouais. On a fêté il n'y a pas longtemps 10 ans. Okay. Et puis, il y a toujours des gens, des chers qui venaient. C'est interdit, c'est haram. Et moi, j'avais des armes. J'ai dit, pendant la guerre, on chantait avec nos chansons. On soignait avec nos chansons. Vous étiez où? Vous étiez chers. Vous êtes le même âge que moi. Vous êtes partis. Alors aujourd'hui, vous me dites c'est haram ou c'est interdit. Alors je me suis pas. Mais tout le temps, il faut, quand vous êtes une femme, quel que soit le pays que vous êtes, il faut se battre tout le temps, tout le temps. Il faut pas se laisser faire. Il faut pas se laisser faire. Ouais. On dirait qu'ils m'ont laissé respirer un petit peu, mais je mets toujours en garde. Ouais. Intéressant. On a vu que dans vos chansons, des fois vous mélangez un peu avec de la langue arabe et un peu d'anglais souvent, mais pas trop. Et beaucoup de la langue somalienne. Et du coup, je voulais savoir si l'arabe c'est une langue officielle et comment dire, une langue officielle où on parle. Où vous parlez couramment dans votre pays, ou c'est juste quelque chose que vous avez appris dans le cours des années. Non, parce qu'il n'y a pas de langue. Il n'y a pas de langue arabe, mais il y a des mots il y a des mots comme ça, quelle langue somalienne. C'est pour ça que les gens ils croient qu'on parle. Ouais. Ah, vous parlez pas arabe, c'est des mots pas du tout. Un peu par. Je comprends même pas arabe. Ah, bon. Ouais. C'est des mots somaliens qui paraissent un peu à l'arabe, mais c'est différent. On est les mêmes sons. Il y a on a l'impression que vous parlez arabe en fait. Quand on écoute, on dit que vous parlez arabe, en fait, c'est différent. Oui, mais c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout. C'est une langue unique, les Somaliens. Ah, ça veut pas. Merci pour l'info. On a vu que vous montez toujours en scène avec, pratiquement toujours en scène avec les drapeaux de votre pays. Voilà, tout à fait. Vous chantez avec, vous montrez, vous l'exposez et tout. Et c'est pour passer un message. On aimerait savoir c'est quel genre de message. Tout à fait. Vous avez tous les êtres humains, ils doivent vivre sur cette terre-là, en paix. Obligatoire, c'est ça, c'est normal. Et puis on est en Somalie, là, on est 6 millions d'habitants. Ok. Et on a su faire la guerre. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe dans le monde entier. Oui. Mais c'est qu'on ne peut pas dire le monde nous a tourné le dos, parce qu'au moins le peuple somalais sont tranquilles, ils sont en paix. C'est le plus important. Actuellement, ça fait 33 ans, bientôt 34 ans qu'on est indépendant. La situation est stable maintenant. On s'est séparés Somalie. Vous savez, il y avait 5 Somalies avant. Okay. Il y avait Somaliland qui est la mienne, qui n'a jamais été colonisée. Il faut savoir. Il était protectorat. Ok, il y a Somalie qui était colonisée par les Italiens. D'accord. Somalie-Djibouti qui est colonisée par les Français. Il y a Somalie-Éthiopie et Somalie-Kenya. Colonisation, ils sont divisés en Somalie, 5 parties. Donc avant c'était une grande. C'est une grande Somalie. Et on a divisé. Oui, on a divisé 5. Et puis nous, on n'a jamais été colonisés. Par contre, on était la première. Nous, on a signé un accord avec la Bretagne. Et avant qu'ils descendent même sur les terres de Somaliland, dans la mer, on a signé avec un bout de vache, comme quoi leurs femmes ne doivent pas accoucher ici, parce qu'ils étaient juste en face, Aden, Yémen, et ils venaient chercher le soldat qui était là-bas pour la viande, parce qu'on a une registre
avoir les animaux, et surtout les vaches, le chameau, vous avez plus sur l'élevage et tout. Voilà, tout à fait. Okay. Les moutons, les chèvres, tout ça. Et ils venaient pour la viande. Voilà, pour la viande, pour amener le soldat qui était à Aden. Aden, c'est le... C'est Yémen. C'est Yémen. Le Yémen. Yémen, c'est deux Yémen. Il y a Yémen Aden et Yémen Sana'a. Et c'est Yémen où l'anglais a été colonisé. Oui. Alors ils nous ont divisé 5 et nous, on a eu notre indépendance 1960. 26 juin 1960. Mais comme nous, on cherchait toujours les 5 Somalis, réunir les 5 Somalis. Il y avait 4 jours après, il y avait le Somalie italiano qui était colonisé par les Italiens, qui a eu leur indépendance. Le Somalie actuel? Le Somalie actuel, Mogadiscio. Et puis, nous, en étant en bon cœur, on a dit, on va voir les Somalis pour réunir et chercher les 3 autres qui nous manquent, mais et sans condition. Sans arrière-pensée? Non, pas du tout. Non. Et puis, à partir de là, ils se sont appropriés tous les pouvoirs. Et les gens qui sont tout de suite compris, ils sont mis tout de suite en prison. Et puis après 1969, il y a eu un dictateur qui s'appelait Siad Barre. De la Somalie? La Somalie. Et tout est déraillé après. Les gens s'est tués gratuitement. Vous voyez une personne qui était coupée à la tête. Vous savez, les fêtements, c'est soit votre frère, soit votre mari, soit votre papa. C'était ça, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. On ne pourrait pas savoir ce qui se passe en Somalie. À partir de là, on a décidé de se défendre et reprendre notre pays. Mais on a réussi après tant de morts, et tant de haine, et tant de bombardements. L'avion qui décollait notre capitale, par exemple, à Hargeisa, et le bombardait juste à côté. Mais tout ça, c'est derrière nous. Alors, on attend là, les peuples somalilandais, ils sont tranquilles. Là. On n'a peur de rien pour l'instant. On est heureux pour vous. Merci. Et vraiment, vous incarnez. C'est pour ça que j'ai toujours mon drapeau. Et vous avez les 3 drapeaux, c'est 3 couleurs. C'est la guerre, ça veut dire le rouge, c'est le sang. Le sang. Et puis, je dépose jamais, il est jamais loin. Fidèle au poste. Oui, ça fait, je sais pas, 20 ans que j'ai le petit drapeau là. Vous avez, il est sale, il est passé partout dans le monde entier. Il est parti Australie, Japon, Chine, Taïwan, Canada, Amérique, Europe, partout. Le rouge représente le sang versé pour l'indépendance. Non, ça c'est pour le sang. Le sang. La guerre. Et là c'est pour la paix. La paix. Et ça, c'est maintenant, parce qu'on est vraiment en paix, tranquille. Et ça... Une étoile. Étoile, vous savez, c'est 5. Avant, c'était blanc. Oui. Si vous avez le drapeau Somalie, c'est blanc. C'est réunir 5 Somalis. Comme on n'a pas réussi à réunir ce Somalie, les 2 qui s'est réunis, ils nous ont massacrés. C'est noir. Pour nous, ça n'existait plus la 5 Somalis. Chacun pour soi. Chacun pour ça. Et là, c'est le nom d'Allah. Et pendant la guerre civile, il n'y avait personne, sauf Allah. Et c'est pour ça qu'on a marqué ça. C'est Dieu qui nous a aidés à reprendre, parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas de l'argent, on n'avait pas de nourriture. Tous les peuples somalais, c'était camps de réfugiés. Mais au moins, Dieu, il était là. Vous avez réussi avec vos propres moyens, l'aide de Dieu. Voilà, l'aide de Dieu, tout à fait. Dieu merci Allah. Voilà. C'est pour ça j'ai ce drapeau-là. Le drapeau, oui. On lui donne tout notre respect. Merci. Et on voulait savoir si vous avez d'autres motivations à part la musique, d'autres passions à part la musique. Surtout, c'est un jour, si je suis là, et Dieu me permet,
de savoir le drapeau somaliland a flotté à l'ONU. Voilà, l'ONU. Voilà. Ouais. On met tout en péril. Voilà. Et puis, ne pas inquiéter que mon peuple il souffre encore une deuxième fois la guerre. Ça, c'est mes souhaits. Ouais. Voilà. La guerre, c'est horrible. On vous souhaite tout le bonheur du monde, que la paix perdure tout le temps. On a vu que vous incarnez vraiment votre nom de scène, Alga, qui veut vraiment dire combattante. Ouais. Et vraiment, vous êtes une vraie combattante et le nom vous va très, très bien. Merci. Et on est très C'est pour ça qu'on m'a donné pendant la guerre. Ouais. Ça vous va jeune, bien. Ouais. Vous portez rien. Ouais, c'est là, ça. maintenant, je ne peux pas faire ce que j'ai fait ici. Non, mais on est très heureux. Okay. Et malheureusement, on est pris par le temps. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez 2-3 petits mots à dire avant la fin, ou des trucs pour conseiller les jeunes ou pour conseiller la nouvelle génération sur des trucs que vous pensez être bien. D'abord, la seule chose à faire quand vous quittez votre pays, vous venez à notre pays, d'abord, apprendre la langue et respecter les pays qui vous accueillent. C'est le plus important. Respecter la loi, respecter les gens, les peuples. Et ça roule tout doucement. D'accord. Voilà, c'est la seule chose à faire. Ok. Merci beaucoup, madame. Et on a été très heureux de vous recevoir. Merci à vous. Et bon concert à vous. Merci. On sera là, on va crier. Ok. Bonne soirée. Merci.